Nous jurons solennellement que jamais nous lui ferons aucun mal, ni par nous personnellement, ni par le moyen d'autres personnes. Les frères chevaliers Hugues et Bertrand de Bonafosse, 1232. Bonjour à tous, c'est Jerry de Tracker de Fantômes, Ghost Tracker en anglais. Il fait chaud, il fait très chaud pour ce mois de mars, mi-mars. Alors ce que j'ai dans la main gauche, c'est la clé qui ouvre la porte de ce donjon. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Nous allons gentiment nous y rapprocher. Alors ce que vous entendez, eh bien, c'est une fontaine, c'est une source. Donc voilà un petit lac artificiel, un étang plutôt, pas un lac. Alors je suis très heureux de me retrouver là pour plusieurs facteurs. Le premier, c'est que, des importants, c'est que ma famille est originaire d'ici, de Tessieux, du côté paternel, et donc c'est pour moi une petite touche de nostalgie qui refait surface, parce que j'ai pas mal de souvenirs ici dans ce village. Je me revois galoper un petit peu dans les champs. Et donc j'ai le monsieur le maire, madame la maire pardon, qui m'a gentiment donné la clé pour pouvoir que je puisse faire ce reportage. Alors excusez-moi, j'ai les yeux un peu partout, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Chemin de la Fontaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, bien entendu je vais vous raconter l'histoire de ce lieu. Regardez-moi cette tour comme elle est magnifique. Elle est belle, elle est imposante. Alors avant de vous donner un petit peu toutes les caractéristiques, on va faire un petit point géographique. On est à 400 mètres d'altitude dans le Lot. Nous sommes à la partie sud-ouest du massif central. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a un petit peu de bruit. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre, emprunter ce chemin. Voilà. Voilà. Regardez-moi ces grosses pierres. Alors ces pierres, une pierre peut faire entre 400 et 500 kg. Imaginez-vous bien. Donc c'est un donjon qui fait 35 mètres de haut. Va falloir que je me torde dans tous les sens pour vous montrer. 8 mètres de côté, 2,20 mètres d'épaisseur. C'est pas pour rien que ça fait 2,20 mètres d'épaisseur. C'est une tour militaire
qui a servi jusqu'en 1627 pour être précis. Et ça, je vais vous le raconter au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on peut voir, mais figurez-vous que c'était la porte principale à l'époque, c'est par là que l'on y accédait, et je vous en dirai plus tout à l'heure quand on sera à l'intérieur. Et j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ce sont les latrines là-haut. Alors ça, on en voit souvent. Je sais pas si je peux vous... C'est ça. Ces pierres là qui ressortent un petit peu de la paroi. Donc c'est là où ce sont les toilettes. Et on en voit beaucoup dans les châteaux, églises, etc. Église, il me semble. Donc on va voir un petit peu les caractéristiques de cette tour. Donc je suis là tout seul, hein. Il y a du monde. Bonjour. Voilà. Donc là, on est devant. Et ici, on est sous la tour. Donc cette partie est très récente, hein, comparée. Donc la tour est du XIIIe siècle. Cette façade, ce support, est du 19e, 1850, même fin. Ça a été construit par la suite. C'était même rénové. Il n'y avait pas cet escalier, il n'y avait pas tout ça, tout ce que vous pouvez voir ici. Par contre, je vous expliquerai pour ça, pour la dalle qui est ici, je vous expliquerai plus tard. Je vais plutôt me rendre à la porte d'entrée, qui n'était pas une porte d'entrée à l'époque. Elle a été construite, pareil, vers le 19e. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Voilà, donc là nous sommes devant la porte. Et la tour est bien là. Donc j'ai la clé, mais sachez que j'ai déjà ouvert tout à l'heure. Normalement. Ouais, c'est ouvert, je crois. Oui, c'est ouvert. Voilà. Voilà. Hop, ça se rentre comme ça. Alors, ce que vous pouvez voir, donc par terre, des planches en bois. Pourquoi il y a des planches en bois qui sont surélevées de 40-50 cm? Hop. C'est parce qu'il y a eu des rénovations, des aménagements qui ont été faits. Et donc pour l'instant, ils ont laissé ce plancher en bois. Voilà. Donc j'allume un petit peu la lumière pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Et maintenant, si vous le voulez, on va passer un petit moment ici parce qu'il y a beaucoup à dire. Il est très intéressant. Revenons un petit peu sur l'histoire de ce château, qui était à l'époque un château, mais qui n'en reste qu'une tour, comme je l'expliquais, un corps de logis. Là, c'est là où résidait un peu la famille du seigneur à l'époque, la garnison, etc. Mais tout ce qui est rempart a été détruit. Il y avait aussi une herse qui a été détruite, forcément. Une grande porte d'entrée. Mais je vous montrerai ça en repartant. Alors, ce qui est intéressant sur l'histoire, c'est que ça a été construit au XIIIe siècle. 1232, pour être exact, par deux frères, deux chevaliers. Les frères Bonafo, Bertrand et Hugues, qui dépendaient de la garnison du château de Saint-Céré, non loin d'ici, qui est à 15-20 km. Et c'est leur supérieur, donc leur seigneur et maître, qui était le vicomte de Turenne, parce que nous sommes sur la vicomté de Turenne, qui s'étendait de près tout le Quercy jusqu'au sud de la Corrèze, au nord un petit peu vers Cahors, enfin vraiment qui s'étendait vachement là, un peu à Dordogne, même assez central, enfin là c'était assez grand. Et donc leurs seigneurs leur ont dit, écoutez, vous allez venir ici, vous installer ici, et vous allez construire cette tour, parce qu'il y en avait grand besoin. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'à l'époque, il y avait vachement de rivalité, de conflits entre les Français et les Anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Quercy, donc le Lot, c'est une zone tampon, une zone frontalière entre le Royaume de France
et la Guyenne, l'Aquitaine, qui était anglaise. Anglaise, puis française, puis anglaise, puis française, la guerre de 100 ans et tout. Ça n'a pas de... Voilà. Et donc ici, à Tessieux et puis dans la zone, il y a eu beaucoup de pillages. À Tessieux et puis dans la zone, il y a eu beaucoup de pillages. Il y a eu beaucoup de pillages. Il y a eu beaucoup de pillages. J'aurais dû peut-être me présenter. Cela fait quelques minutes que je suis rentré dans ce donjon chargé d'histoire qu'il se passe déjà quelque chose de troublant que j'aimerais vous évoquer. La porte d'entrée qui d'époque vient de se refermer. Y a-t-il une explication rationnelle? Si on regarde les images attentivement, on voit de grandes feuilles qui sont en fait des schémas, des plans de la tour, accrochés au panneau en bois, en train de se soulever sous l'impulsion de l'air. On pourrait donc en conclure tout naturellement que le vent est la cause de la fermeture de cette porte. Néanmoins, je trouve que ce fameux vent est puissant, quand on sait que cette porte pèse plusieurs dizaines de kilos, et qu'elle est en plus de ça rouillée, donc plus difficile à faire bouger. De plus, d'autres phénomènes par la suite et beaucoup plus troublants vont se reproduire au même endroit. Je suis ici, ne vous inquiétez pas, pour faire un petit reportage et montrer aux gens un petit peu votre tour. De nouveau, aucun mal, et je suis juste un visiteur. Je vous raconte un petit peu l'histoire des lieux, votre histoire, si vous êtes là. Ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, pour revenir un petit peu à l'histoire, c'est que cette tour est restée dans leur possession jusque déjà en 1514, donc 300 ans plus tard. La fille, donc l'une des descendantes, s'est mariée avec la maison des Noailles, qui n'est pas très loin d'ici, qui est une riche et assez puissante maison. Et donc les Noailles ont récupéré donc cette seigneurie de Tessieux, avec cette tour du coup. Ils l'ont gardé jusqu'au 18e. Malheureusement, un des descendants Bonafo s'est endetté au jeu. À l'époque, c'était monnaie courante. Et il a dû donc le revendre à un régisseur de Bretenoux, de Castelnau, etc., qui l'a racheté. Et donc là, on est au 18e, et jusqu'au 19e, après, ça a été racheté par la commune de Tessieux. Et donc maintenant, donc, il figure au patrimoine historique, et c'est la commune qui l'a racheté. Voilà. Et qui en est donc le propriétaire. Voilà un petit peu l'histoire, assez brève, mais bon, pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout le cheminement de... Alors, ce que je suis en train de vous montrer là-haut... Alors, ce que je suis en train de vous montrer là-haut... Alors, ce que je suis en train de vous montrer là-haut... Alors, ce que je suis en train de vous montrer là-haut... Après, on va y aller. Il y a du vent. Je sais pas, on verra après. Alors, ce que je vous montre là-haut, on le voit mal, j'en suis désolé. Ce sont des fresques. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai parlé avec monsieur Durand, qui est le président de l'association des Amis de la Tour. Il m'a fait un petit peu une visite guidée, enfin, vraiment très approfondie. Et donc, il a une hypothèse un petit peu sur ces fresques qui sont en partie détruites et qui, selon lui, recouvraient tous les murs, du moins peut-être de ce premier étage. De très belles fresques. Donc on y verrait, je suis désolé, j'ai pas le zoom. On y verrait donc deux chevaliers en train de jouter, de combattre. Le chevalier qui est son cheval à droite, c'est le bien, et le chevalier sur la gauche, ça serait le mal. Voilà un petit peu comment c'est symbolique. Donc on peut y voir, je vais vous décrire un petit peu donc de couleurs assez vives, qui a été effacée avec le temps malheureusement, enfin du moins atténuée. On voit du rouge, du jaune pour le cheval de gauche, donc qui est représenté par le mâle. Par contre, là-haut, on peut y voir un blason, le cheval très beau, avec les lances. Moi, j'y vois un chevalier aussi qui est à genoux, en train de prier, qui tient entre ses mains une épée à terre.
Malheureusement, vous ne pourrez pas le voir, je crois pas. Il n'y a pas de zoom dessus, non, vous ne pourrez pas le voir. Du moins... Alors, selon lui, selon le président, toujours, donc bien sûr, il y a eu tout un tas de recherches qui ont été amenées ici, et qui sont toujours d'actualité en cours, et qui bientôt, ça sera peut-être rénové comme à l'époque. Donc voilà, c'est le bien contre le mal, si vous voulez, mais le mal, ça serait à l'époque peut-être les Sarrasins, parce qu'il y a un petit goût de croisade, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a l'un des seigneurs de Tessieux, donc nous sommes en 1248, lors de la 7e croisade, un truc comme ça, qui est parti en croisade, avec son seigneur, donc le vicomte de Turenne. Ils sont partis à Jérusalem, voilà. On peut voir aussi un petit, alors c'est peut-être un petit chien ou un petit renard, une bulle, alors je ne sais pas si vous le voyez, un petit rond. Je vais vous montrer avec la lampe. Attends, peut-être si j'éteins la lumière, ça ira mieux. Je ne sais pas. On peut y voir un petit rond, voilà, ici. Et à l'intérieur, il y a comme un renard, peut-être un chien. Parce que le renard aurait peut-être la queue plus touffue. C'est un chien avec les grandes oreilles, magnifique comme tout. Et donc, c'était parsemé de médaillons. Voilà, parsemé de médaillons comme ça. Et au-dessus, à ce niveau, voilà, la fresque. La fresque qui fait tout le long comme ça. Qui est magnifique. Alors voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Oui, je peux aussi vous parler un petit peu des écrits et des schémas qu'il y a ici. Alors voilà, pour donner un petit peu une idée de ce que était le château Tessieux à l'époque. Donc là, moi je suis ici, la tour. On est au premier étage. Ça, c'est le logis, d'accord? C'est le corps de logis, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le musée et tout. Par contre, il dessine... Ce qu'il m'a dit le président est faux, c'est pas une tour qui a... Enfin, là, il y a une tour, mais dans la réalité, cette tour serait plutôt ici, accolée un petit peu au corps de logis. C'est ce qu'on a vu en bas, je vous le remontrerai. Donc, c'est pas aussi étendu que ça. Les échelles sont assez fausses. Par contre, voilà, c'est ce que je vous parlais de la herse de l'entrée. Je vous montrerai aussi les vestiges que l'on peut voir en bas. Et puis les remparts qui ont disparu. On voit aussi quelques signes de remparts. Voilà, c'était ça un petit peu le Tessieux avant, le château. Là, on a un petit peu une découpe. On a une découpe de la tour, voilà, de profil. Donc les escaliers. Voilà. Après, moi je suis ici. Je monterai là. C'est très très étroit. Et c'est difficile pour le matos. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là, qui est belle comme tout, et qui sont en train de rénover au fur et à mesure. Alors là, le bruit qu'on a entendu, il y a de fortes chances que ce soit le vent qui l'ait refermé, parce que c'est moi qui l'avais entrouvert tout à l'heure. C'est ce qui expliquerait un petit peu le bruit. Alors j'aurais peut-être même dû ouvrir avant pour avoir plus de lumière. Par contre, je ne vais pas trop m'y aventurer, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est le vide. C'est le vide qui m'attend. On est à 5-6 mètres là, de haut. C'est chaud. C'est très chaud. Et donc, oui, très important. Comment puis-je l'oublier? C'est que là, c'est l'entrée finalement principale. Et oui, c'est ici que les gens rentraient dans la tour, ou l'une des entrées du moins. C'est très très petit, c'est fait exprès, avec cette porte qui est peut-être d'époque où je pense qu'elle était peut-être rénovée, mais en tout cas qui y ressemble. Et ce que je veux dire par là, c'est que mais où est l'escalier? Où est l'escalier? C'est simple, c'est que c'est un escalier amovible. C'est-à-dire que vu que c'était une tour défensive, militaire, quand les ennemis arrivaient, ils avaient trouvé un système de faire un escalier amovible pour pouvoir le retirer. Et comme ça, ils ne pouvaient pas monter. Vous avez vu, c'est chaud quand même. Alors comment il faisait? Le président m'a expliqué un petit peu. Il y avait, je ne sais pas si on va le voir, vous voyez ce petit carré? Alors ce petit carré, on y mettait une poutre en bois qui devait servir de support pour reposer un peu l'escalier. Et quand les ennemis arrivaient, on retirait donc cet escalier, donc la poutre. Voilà, c'est une des explications que m'a expliqué le président. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc c'est très très intéressant, hein. Et vous allez voir un petit peu là. Ah oui, là il y a ça aussi. Une meurtrière. À quoi servait une meurtrière à l'époque?
Vous savez sûrement que c'était pour donc les personnes, donc les soldats qui étaient dans la tour, ils pouvaient se battre avec des arcs, des arbalètes, et ils pouvaient leur tirer dessus. Voilà, c'est une petite ouverture, et comme ça les attaquants qui étaient dehors, mais il y a du mal à riposter. C'était compliqué de pouvoir tirer sur la personne qui était dans la tour parce que l'ouverture est très petite. Voilà. J'espère que mes explications sont assez bonnes. Et oui, et je vais vous montrer là-haut. Là-haut, c'est le sol et on va y aller. Le plafond. Du moins, j'espère qu'on va y aller parce que c'est un peu compliqué. Si je peux y aller. La question, c'est si je peux. Parce que là, franchement... Mais si, j'y suis allé. Voilà. J'y suis arrivé. Excusez-moi. Oh. Donc là, nous sommes au premier étage. Le plafond, regardez-moi ça. Il est tout... Le plafond, le sol, il est tout en mauvais état. Mais en même temps, je vais faire attention. J'y suis déjà monté. Ah, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Et tellement excité d'être là. Je pense que vous pouvez le comprendre. Alors, une autre meurtrière. Attendez, des meurtrières, on va y retrouver à chaque étage. Ici, voilà, ce qui est bien pour vous, c'est que là, je vais pouvoir montrer davantage un petit peu ce qui a été dessiné. Donc la peinture par les hommes au Moyen-Âge. Les peintures sont du XIIIe, imaginez-vous, ils ont traversé des siècles. Et donc, on peut y retrouver ces magnifiques fleurs qui ornaient aussi les fresques d'en bas. Alors, pourquoi ces fleurs? Je n'en ai aucune idée. Ce ne sont pas des fleurs de lys, hein, ce n'est pas des fleurs qui a symbolique royale. Mais voilà, c'est un peu parsemé partout. Et donc, même ici, dans cette tour... Dans cette tour, il y avait beaucoup de fresques. J'ai entendu tousser. Pourtant, je suis tout seul. Je suis au premier étage et j'entends une activité suspecte au rez-de-chaussée. Il fait beau, les gens se promènent, mes enfants et ma femme se trouvent non loin de la tour et l'on peut entendre très clairement mon fils appuyer sur le klaxon de la voiture. À ce moment-là, je me dis qu'il est fort possible qu'une personne soit rentrée dans le donjon par curiosité, ce qui expliquerait sûrement ces bruits sur le plancher et ce coup porté à la porte. Cependant, il n'en est rien, et en revisionnant les deux caméras fixes postées à l'avant et à l'arrière du bâtiment, il n'y a personne, et encore moins de présence humaine sur la terrasse et à l'intérieur du château. Donc, d'où peuvent venir ces bruits ? Un animal, un chat, un chien? Non, ça tient pas, car je l'aurais vu rentrer dans la tour. Et il aurait pris obligatoirement l'escalier pour rentrer. Un oiseau? Je ne pense pas, car trop léger pour faire un bouquin pareil. Alors, peut-être le plancher, la porte, qui travaille. Peut-être, si on veut réellement dire que c'est rationnel. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a une ou plusieurs présences qui veulent se manifester. Bien sûr, ce n'est que mon hypothèse, mon ressenti et mon analyse, mais rien ne peut affirmer que c'est paranormal, du moins pour le moment. Oui, vous voyez cet escalier. Malheureusement, je ne l'emprunterai pas. Par sécurité. Pourquoi? Parce qu'il manque, vous allez le voir, deux barreaux. Et avec mon équipement dessus, mon poids, je ne prendrai pas le risque.
ça ne vaut pas le coup. Mais après, donc ça monte au 2e étage, et puis encore un 3e. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la pierre, c'est du granit, et ce que vous voyez là-haut, la voûte, c'est du schiste. Voilà, c'est magnifique. C'est beau comme tout. Voilà, j'essaie de me courber avec le dos. Vous voyez un petit peu où ça monte. Donc nous, cette nuit, nous allons un petit peu nous attarder donc, au rez-de-chaussée. Je verrai avec le 1er étage. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais redescendre. Hop. Avec mon matériel. Ça va être hard. En plus, il faut que je le tienne parce que... Ouais, ça va aller. Ça va aller. Hop. Il y a plein de poussière. C'est un escalier à vis. Ah, excusez-moi. Voilà. Hop. Nous y retrouvons la porte d'entrée à l'époque que je vais refermer. Je vais y mettre les petites planches. Sur le moment, je n'entends pas cet appel au secours, mais à la première écoute, chez moi, au calme, ce bruit de grincement de porte prend une toute autre dimension. Une voix s'en dégage, elle est caverneuse, mais claire, nette et précis. Délivre-moi. J'ai été choqué, abasourdi. J'ai demandé à ma compagne de me dire ce qu'elle entendait, sans l'influencer, et son verdict ne s'est pas fait attendre. Elle a entendu la même chose que moi. Ce qui me rassure dans l'idée qu'une entité est bel et bien entre ces murs, qu'elle fait tout son possible pour m'alerter de sa présence en se servant également du bruit généré par cette porte. Pour communiquer, c'est tout simplement incroyable. À moins que mon cerveau me joue des tours et veut me faire comprendre ce que je veux entendre. Cependant, je trouve que les coïncidences commencent à s'accumuler. Moi qui suis un peu claustro. Le jour, ça va? Ça va, moyennement. Alors imagine la nuit. Je vais, je pense, rééteindre ici. Et je vais vous expliquer un petit peu maintenant. On a fait une découverte. Les gens d'ici ont fait une découverte il y a 10-15 ans de ça. C'est une plaque funéraire. Une dalle, plus précisément. Je vais vous la montrer. Je vais enlever. Voilà. Hop. Excusez-moi, je vais refermer un petit peu. Bon, on verra après. Je vous amène en bas. C'est parti. Vous montrer la dalle. Vous montrer les signes de comme quoi de l'existence avant de herse, de rempart et tout. Mais on y est. Bon, ça je vais vous montrer, c'est là. Voilà, c'est ici. Donc ça, je l'avais pas remarqué moi. C'est le président de la station qui m'a montré. Donc vous voyez un petit peu ça. Avec le doigt, je vais vous montrer. Donc là, on y voit comme un support en ferraille. Et là, c'est un petit peu arqué. Vous voyez, c'est en courbe. Et donc là, sur le dessin que je vous ai montré, c'était la grande porte d'entrée. Et donc, il y avait une herse ici, qui descendait et qui s'ouvrait. Voilà. Et c'est un truc de fou comme ça a changé. Les remparts. Vous voyez cette ouverture là? C'était aussi une meurtrière. Figurez-vous que c'était une meurtrière. Et tout ça, c'était donc les remparts qui s'étendaient comme ça. Tac, tac, tac. Jusqu'ici. Après, jusqu'ici. En fait, tu avais le mur jusque là. Et qui venait jusqu'ici, quoi. Voilà, à peu près là, quoi. Tac. Presque ici. Et voilà, en fait, ça faisait un carré. Tac. Et là-bas, je vais vous montrer. Mais je vous montrerai après le musée. Voilà. Je vais vous montrer la dalle funéraire.
C'est je suis très content d'être là, très heureux. Alors voilà, ça c'est aussi très intéressant. Alors je sais pas si vous voyez comme il faut, oui vous voyez comme il faut, mais je vais me rapprocher avec mon ombre, c'est pas évident. Donc ça c'était découvert il y a 10-15 ans, et vous pouvez remarquer, ça pèse, hein. Ça pèse une tonne. Des motifs, alors comme un rond, c'était sculpté. Donc les gens qui ont trouvé, ils ont vite mis un peu du charbon pour pouvoir faire ressortir un peu la sculpture, enfin voilà la sculpture, et ça descend en bas, tac. Donc nous avons un petit peu des explications sur tout ça. Ça, ce sont d'autres dalles qui ont été retrouvées à travers la région. Et malheureusement, il n'y a pas de schéma de notice, c'est-à-dire qui va avec, pour nous expliquer un petit peu à qui ça appartient, du pourquoi, du comment. Une historienne est venue ici nous expliquer un petit peu son hypothèse. Donc ça serait une dalle funéraire qui était reposée sur une personne qui a disparu, un mort, un haut dignitaire, peut-être un ecclésiastique. C'est possible, il y a une église qui est pas très loin à côté, je vous la montrerai, j'aurais dû vous la montrer tout à l'heure. Ou un seigneur, on ne sait pas trop. Mais le président a une hypothèse. C'est qu'à l'époque, donc au Moyen-Âge, il y avait de l'hérésie. Alors l'hérésie, c'est les ennemis de la foi. Il y avait du catharisme, les cathares, quoi. Et donc ça pourrait appartenir à une personne qui appartenait à la région des cathares. Voilà. Alors pourquoi ils pensent ça? Parce que cette forme un petit peu ronde, et bien c'était, voilà, c'est marqué ici, tout bêtement. Alors excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Le cercle indique symboliquement la perfection, et par sa forme parfaite, exprime le souffle de la divinité sans commencement ni fin. Il est symbole de l'éternité. Parfaite, perfection, parfaite, c'était les noms donnés aux cathares à l'époque. Donc il est possible que ce soit cathare, voilà. Et à l'époque, ils ont été persécutés et brûlés vifs, donc ça rigolait pas. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette dalle, donc qui est on ne sait pas trop, du Moyen-Âge, mais comment on ne sait pas trop. C'est imprécis. Alors on peut aussi, donc ce corps de logis, comme je vous expliquais, qui est toujours là, cette porte d'entrée est peut-être d'époque. Voilà. Et peut-être d'époque, mais c'est une supposition. Je vais vous montrer je vais vous montrer le musée. Voilà, on se retrouve devant la petite pancarte musée et qui va nous amener en direction du musée. C'est ça qui est génial. Voilà, et on peut y lire, voilà la porte, musée de la préhistoire du Ségala quercinois et de l'histoire locale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le corps de logis est là. Là, c'est à l'époque une tour de guet qui a été donc retransformée en musée. Et au-dessus, en atelier, peinture et sculpture. Mais je vous montrerai après. Alors c'est beau, c'est tout petit, mais c'est beau comme tout. Il y a toutes les recherches, les trouvailles des personnes. Vous êtes dans les vitrines, vous allez voir. Et il y a même un petit truc en plus que je vous dirai après. Donc on peut y retrouver bien sûr les meurtrières. Une là. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vous voyez ici, est-ce que ça filme bien? Oui, ça filme bien. Voilà. Donc là, on n'est plus au Moyen-Âge, on est largement avant, période préhistorique, néolithique, on est de 2000, 5000, 10 000 ans, même, on verra 40 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est tous les petits silex. Donc ça, ce sont les petites pierres trouvées par des personnes, donc de Perelvade, donc je pense que c'est une petite commune, de Pech-Testouro. Donc ce sont des silex, voilà, recueillis autour de dolmens, et aussi des dolmens dans la région. J'irai faire un tour, peut-être pas pour ce reportage, mais pour un prochain, c'est l'occasion. Voilà, Croix du Sel, c'est magnifique. Voilà, donc là c'est l'époque néolithique, donc vers 2500 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc plaquettes partiellement débitées. Voilà, on y retrouve des lames, des grattoirs,
Une pointe, regardez comment c'est joli. Excusez-moi, pointe de, je suis tout excité. Pointe de flèche à pédonculé, c'est magnifique. Ça, c'est vraisemblance des percuteurs néolithiques, donc des boules condensées carrément. C'est beau. Donc là, vous pouvez revoir les dalles funéraires que je vous expliquais en bas, qui a été retrouvée dans la région, hein. Donc celle de Tessieux qui est là, mais également à Comiac, Martel. Donc dans celle-là, on peut y retrouver des croix, voilà, qui est plus christianisme. Là, dans celle de Tessieux, comme en bas je vous ai expliqué, il n'y a pas tellement de croix. Peut-être c'était cathare, une hypothèse. Et à l'époque, c'était mal vu. Hein. Mais ça, je vous l'ai dit. Voilà, celle de Thémines, celle d'Acier, Périssa. Enfin, il y a un paquet, elles sont très 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 belles. D'autres collections, donc date d'un historien, Jean Tournier, qui a trouvé des lamelles, des petites lamelles ici, des séries de nucléos pyramidiaux à lamelles prismatiques. D'accord, donc là nous sommes à moins 9000 ans, époque mésolithique, très très intéressant. Lamelles, regardez les lamelles qu'il y a. Petites lamelles comme tout, c'est beau. Là, c'est... Alors là, nous sommes à moins 40 000 ans avant notre ère. Outillage moustérien. Donc là, c'est, comme on peut le remarquer, c'est que plus on remonte dans le temps et plus les outils sont plus grossiers. Vous voyez, là, c'est plus gros. Là, ils sont beaucoup plus fins. On est vers moins 9000, là, ils sont beaucoup plus gros. Donc, c'est quoi? Des encoches, des éclats, des racloirs. Là-bas, c'est les racloirs. Un biface, un 2. Vous voyez comme c'est beaucoup plus gros? Collection Jean-Luc Lavergne. Là, c'est une personne qui est dans un champ, je crois. Plusieurs de ces objets, de ces petits cailloux qui servent à l'époque peut-être mésolithique, on ne sait pas, difficilement daté. Regardez comment c'est joli. Carte de répartition de l'industrie lithique. Voilà, c'est là. Ça, je expliquerai après les dolmens. Donc là, on peut encore retrouver pas mal de ces petits grattoirs, de ces petits outils qu'utilisaient les hommes préhistoriques à l'époque. Ah, des burins, c'est un truc de fou. Là, c'est une collection Espaliolamativi. Vous voyez? Et donc là, les dolmens. Alors apparemment, il y aura des dolmens ici. Donc là, c'est l'art mégalithique et rupestre du Ségala. Bon. Et c'est génial. Regardez ça. Ça là, par exemple. Avec une grande croix, un dolmen. De Calviac. L'Amativi aussi, une croix. Là... Attends, c'est dolmen? Ah non, c'est des menhirs, ça. Menhir. Tessieux. Regardez un petit peu. Comment c'est beau. Celle de Sénagnac, lac du Tolerme, qui est pas très loin d'ici. Celui de Tessieux, quelques roches à cupelure. Donc ça, on peut être, ce que vous voyez ici, excusez-moi, c'est moi qui fais ce bruit, c'est la pancarte qui bouge. Voilà, ça sera plus simple. Donc là, peut-être ça serait une carte que les bergers utilisaient pour... donc ils se déposaient un petit caillou et ça serait des repères, voilà, de pâturage, je ne sais pas, ce serait une carte. C'est une hypothèse. Il y a plein de ça, c'est beau comme tout, je suis émerveillé. J'ai les yeux partout, hein, vous pouvez le voir. Donc là, c'est la carte de répartition des sites archéologiques du Sénégal carcinois. Tessieux, c'est là. Et donc, toute Comiac, partout, Gagnac-sur-Serre, etc., on peut y retrouver tous les objets qui ont été trouvés et donc qui sont répartis sur cette carte. Et voilà, donc le musée est ouvert l'été, en période estivale, et bientôt, la tour sera ouverte aussi au public. Elle n'est pas actuellement, mais elle sera dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine, parce qu'il y aura d'autres rénovations, on l'a vu, pour l'escalier, c'est compliqué. Pour y accéder, voilà. Donc, mais ça sera les prochains aménagements faits dans les années qui vont suivre, 2016, 2017, 2018. Et le petit cadeau, le petit plus, regardez-moi ça. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai marché sur ce petit sol, comme c'est pas un losange, un carré, mais en verre. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, ce sont les oubliettes. Effectivement, ce sont les oubliettes d'une des tours de Gué. Et malheureusement, on ne peut pas tellement voir les ma GoPro, mais c'est profond. Et il y a une partie qui est encore plus profonde, c'est par là, je crois. Ah, voilà, c'est là. La partie sombre, là, qui va encore en mettre de plus.
Et donc, moi, j'ai demandé au monsieur, au président, je fais mes oubliettes, c'est pas là où on mettait les personnes, enfin les prisonniers, etc. Et une sorte de cachot, etc. Mais non, apparemment, ça servait de garnison. Voilà. Ce sont des réserves du château, donc la nourriture. Très très intéressant. Je vais vous emmener là-haut. Un autre escalier à vis, pardon. Par contre, je ne pouvais pas accéder au premier étage. Là, on peut constater qu'il y a encore une meurtrière. Putain, c'est beau. Hein. Je veux plus repartir. Regardez ça. Là, c'est chaud, par contre, parce que les escaliers sont très étroits et on arrive à un premier étage. Et ici, c'est là que il y a une exposition d'art, peinture, sculpture. Vous avez quelques représentations sur le mur là-bas avec la tour de Tessieux en photo. Et il y a des portes respectives à chaque coin, une ici et une là pour pouvoir y accéder. Et je me devais de vous le dire. Alors maintenant, je vais redescendre et ça sera une autre paire de manches. Regardez ça un petit peu, vous allez halluciner. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, il y a un petit S. Alors c'est un morceau de ferraille, je ne sais pas ce que c'est, un trombone ou je ne sais pas ce que c'est. Un grand S, mon prénom Steve. Classe, hein. Bon, c'est un pur hasard, hein, je ne vous le cache pas. Je suis en train de marquer l'histoire, lol. Voilà. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que je vais redescendre là pour vous dire, je vais vous ramener pour faire un petit point de cette partie découverte et vous amener devant cette magnifique tour du 13e. Vous voyez, je suis avec mes enfants, ils sont dans la voiture, je les amène avec moi, ça fait une petite balade. J'arrive. Voilà. Voilà cette magnifique tour. Et pour vous dire qu'on se retrouve tout de suite, finalement, pour la partie nuit, la partie paranormale, la partie enquête, à proprement dit, à savoir si ces murs y abriteraient des âmes, peut-être de seigneurs ou de châtelains. Ou... C'est la question à laquelle nous allons y répondre. À tout de suite. Enquête paranormale. Étude d'une question, d'une théorie, établie en réunissant des témoignages, des expériences qui tenteraient de détecter des phénomènes non reconnus par la communauté scientifique. Donc s'il y a une étude, c'est qu'il y a une question. Et ma question est la suivante. Y a-t-il des esprits, des entités dans la tour de Tessieux? Des soldats morts durant la guerre de 100 ans, des seigneurs, des gens du peuple, mais également des ennemis d'autrefois. Je pense aux Anglais. Pour répondre à cette interrogation, je me rends de nuit avec mes équipements qui ont la capacité, dit-on, de capturer les voix, les images et même les déplacements de ceux qui sont tapis dans l'ombre. Tout ce que vous allez voir et entendre durant cette exploration nocturne est réel. Bonsoir à tous. Moi c'est Steve Fréjac. Je suis très ému et très fier de me retrouver dans ce donjon, dans cette commune de Tessieux. Je l'expliquais quand j'étais venu d'après-midi. Ma famille est d'ici, ce qui donne une notion un peu plus... Enfin, je suis content, voilà, je suis très content d'être là. Voilà, je me devais de vous le dire. Alors, je suis ici pour la deuxième fois cette nuit, pour vous rencontrer. Je viens en ami, je viens en paix, je ne vais pas rester longtemps. Le temps de quelques minutes pour essayer de communiquer avec vous. Alors je ressens quelque chose de particulier. N'hésitez pas à venir me parler si vous le souhaitez.
Pour cela, vous avez mes deux caméras, donc ces deux objets-là. Bizarrement, je regarde vers ici, je sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas la chance de pouvoir vous entendre, mais si vous désirez rentrer en contact avec moi ou laisser un message, vous le pouvez, j'ai mes micros de mes caméras qui le peuvent, il vous suffit simplement de parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La musique est un peu trop forte, je pense que je vais la baisser en bas. Je vous ai mis une chanson médiévale de votre époque. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en 2016. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais je tiens à vous le dire. N'ayez pas peur de moi. Je viens en ami. Ce que vous voyez là est totalement dingue. Je ne me l'explique pas de manière raisonnable, mais surtout, je n'en ai aucun souvenir. Résumons. Je suis au premier étage de cette tour. Cela fait à peine quelques minutes que j'ai commencé l'immersion et je suis en train de solliciter les éventuelles entités qui pourraient se trouver entre ces murs. J'ai dans la main mon K2 et je suis attentif au moindre bruit. Sur le moment, je ne saisis pas que l'on est en train de répondre à mes sollicitations. J'entends que la musique de Troubadour que j'ai mis en lecture répétée au rez-de-chaussée, dont le but premier est de favoriser la communication avec les esprits. Je porte également un habit de chevalier pour ne faire plus qu'un avec ce lieu et amplifier le contact avec le monde de l'invisible. 2 PVE ressort assez nettement, qui sont oui et oui. Par contre, je reste estomaqué, abasourdi, lorsque je me revois dire quelque chose qui me semble être mon prénom, Steve. Je ne me souviens absolument pas avoir dit ça. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé si on veut rester rationnel. J'ai une hypothèse qui sort de l'ordinaire et qui tenterait à dire qu'une entité à mes côtés prend possession de mon corps quelques centièmes de seconde pour me prouver qu'elle est bien là. Alors ne vous inquiétez pas. Je suis là aussi pour essayer de vous comprendre. Il y a plusieurs personnes qui vont voir ce reportage par la suite, qui vont voir ce que je suis en train de filmer. C'est une vidéo, on appelle ça. Et il serait content de savoir que vous êtes toujours là. Est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous êtes là, s'il vous plaît? Ce qu'il faut savoir aussi, concernant la légende de cet endroit, c'est que donc forcément il y a eu des guerres, il y a eu des batailles qui se sont déroulées ici, et puis dans les ans environ, durant la guerre de 100 ans entre autres. Et on raconte qu'un chevalier, on ne sait pas s'il est anglais ou s'il est français, mais il agonisait en bas de la tour, sur une des parois. Je crois que c'est côté latrine. Pas dire de bêtises. Toute la nuit, il a agonisé, puis il est mort le lendemain. Donc, pourquoi pas rentrer avec ce chevalier-là, même si je sais pertinemment qu'il y a eu beaucoup de personnes
décédé dans des circonstances atroces ou dans des circonstances naturelles. Donc j'aimerais bien rentrer avec vous en contact, si vous le souhaitez bien sûr. Je ne force personne. On va se déplacer un petit peu. J'aimerais bien monter là-haut, mais c'est dangereux. C'est trop dangereux pour monter là-haut. Vous voyez? Je vais bien essayer, mais... Oh là là, c'est dangereux. Oui, il manque des trucs et tout. C'est dommage. Après, il y a un deuxième étage, il y a un troisième étage qui nous amène sur le toit. C'est dommage, je peux pas. Mais bientôt, peut-être que je le pourrai, d'ici peut-être quelques années, parce qu'ils sont en train de faire des mesures d'aménagement. Donc c'est pas grave. On va redescendre gentiment. Je vais en profiter pour baisser la musique en bas. Oh là là, c'est étroit. Oh là là, c'est étroit. Oh là là, c'est étroit. Oh là là. Oh là là, c'est étroit. Je me rends compte que pour avoir la chance de pouvoir avoir de bons PVE de qualité, je vais peut-être baisser la musique. Voilà, j'ai baissé un peu, ça sera plus simple. Alors on va rester un petit peu dans cet étage, après on sortira à la Spirit Box. Donc n'hésitez pas à venir à ma rencontre. Je viens en ami. Ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est mes ressentis ce qui est important. J'ai la vague impression, j'ai un ressenti qui me dit qu'il y a une présence ici. Je ne me l'explique pas, c'est pas rationnel. Ça me l'a fait quand je suis arrivé à cet endroit, plus encore au premier étage. J'ai l'impression qu'il y avait une personne à côté de moi qui m'observait. Bon, ça peut s'expliquer par le fait que je sois là, dans un lieu chargé d'histoire, tout seul en pleine nuit. N'ayez pas peur, vous pouvez venir me voir si vous le souhaitez. J'ai un petit boîtier dans la main qui me permettra peut-être de vous détecter. Avez-vous un message pour moi? Je vais baisser la musique. Je vais baisser la musique. Je vais baisser la musique. Est-ce que vous voulez vous manifester? N'hésitez pas. Je suis là pour vous ce soir. Vous pouvez faire un bruit. Vous pouvez faire un bruit.
Donc le détecteur en bas il est complètement HS, j'ai l'impression. Je passe devant et ça ne s'allume pas. C'est ce que je voulais tester en même temps, j'ai fait laisse tomber. Donc là on peut voir. Ouais d'accord. Je vais pas ouvrir, c'est bien soudé. Ce que je vais faire c'est que je vais monter là-haut. On va remonter. Mais juste avant, comme je vous ai dit, j'ai installé plusieurs objets par terre. Je ne vous l'ai pas montré, j'aurais dû peut-être, je m'en excuse. Ce sont des objets également qui me permettraient de savoir que vous êtes là. Donc une simple pression, comme je le fais, hop, sur le petit bouton permettrait de faire fonctionner l'hélicoptère. Donc vous pouvez l'utiliser à votre gré. Ça me prouverait bien que vous êtes là avec moi. Donc, niveau ressenti, je me sens... ça va. Mais comme je reviens un petit peu à ce que je disais, c'est vraiment au premier étage, je me sentais observé. On va y remonter, je pense que c'est là-haut que peut-être on va obtenir quelque chose. Peut-être en bas, je sais pas, c'est possible. J'ai également installé au premier étage un objet blanc, comme je vous ai dit. Si vous passez devant, il peut s'actionner. Vous pouvez, c'est pas dangereux. On va remonter là-haut et après faire une séance de Spirit Box. C'est ici que je me sens pas tellement bien. Excusez-moi, je suis essoufflé. Pourtant, je fais du sport. Excusez-moi, je suis essoufflé, pourtant je fais du sport. Cette phrase peut paraître insignifiante, mais elle résume parfaitement l'état physique dans lequel je suis à ce moment précis. Je l'exprime à demi-mot, mais je suis littéralement épuisé. De plus, je perçois quelque chose tout autour de moi, qui m'accompagne dans mes moindres faits et gestes. Je ne suis pas si tranquille qu'il n'y paraît. Je me sens observé, traqué comme une bête. Je ressens étrangement comme des vagues successives d'énergie. Alors j'essaie de me rassurer, en me disant qu'il y a forcément une explication rationnelle. Se retrouver là, dans une tour, chargée d'histoire en pleine nuit, à établir un contact avec l'invisible, où il y a eu des batailles, sûrement des morts. Le psychique et le corps en prend un coup, c'est certain. D'autant plus que, à part des ressentis, je n'ai rien de concret. Mon K2 ne se déclenche pas, je ne vois et n'entends rien d'anormal. Bref, aucune preuve tangible qui me permette d'affirmer que je ne suis pas seul. Et pourtant, il y a ces bruits de pas alors que je suis immobilisé sur le moment et qui se terminent par un grand coup de fouet. Il y a également ce toc anormal sur 2 de mes caméras après avoir demandé aux entités de se manifester par un bruit. Mais encore ce troublant PVE qui me dit « Tu vas tomber » alors que je suis en train de monter à l'échelle. Et cette voix encore qui dit « Je suis là au rez-de-chaussée » et ce bruit d'un objet qui tomberait sur le sol pour rebondir. Non, 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 je ne peux être seul. Il y a trop de choses. Continuons l'enquête, le plus troublant reste à venir. On va faire un truc, on va faire parler la Spirit Box. Et moi j'ai une idée pour ça. Dans le noir on va la faire. Dans le noir. D'accord ? Boum, boum. Je vais là-bas. Peut-être qu'on aura des résultats à ce niveau. Donc c'est ici que je sens quelque chose. Hein. Je sais pas pourquoi, je ressens quelque chose. Donc on va essayer de le confirmer avec une séance de Ghostbox. Boum,
Voilà, ça c'est éteint. C'est quoi ce bruit? Ça fait bip bip. Qu'est-ce qui a fait bip bip? Écoutez, on va se mettre là. On va faire les choses comme il faut. Voilà, on va l'installer là. Ça, on n'a pas besoin. Ça non plus. Vous voyez, et je crois qu'il est allumé. Il est allumé, ok. Allez. Oh, putain, j'ai perdu ça. La mousse. Bon, on s'en fout. C'est pour l'esthétique, on va pas s'embêter avec ça. Alors, je vais l'allumer. Et après, on se met dans le noir et on fait une séance de Spirit Box. Voilà. Alors, je me mets dans le noir. Bonsoir. Moi, c'est Steve. Vous pouvez utiliser ce que je tiens dans la main pour discuter avec moi si vous le souhaitez. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Êtes-vous un seigneur de tes cieux? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Peut-être pour vous aider également, si vous le souhaitez. Avez-vous un message pour moi ou pour l'un de vos proches à délivrer ? C'est Hugues qui est ici avec moi ? Hugues Bonafo ? N'ayez pas peur. Je viens en ami. Nous sommes en 2016, je tiens à vous le rappeler. Est-ce que vous pouvez me dire l'année dans laquelle vous êtes, vous, par hasard, peut-être ?
Y a-t-il quelqu'un avec moi? Oui, je suis à votre écoute. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Hélène? Vous êtes une femme, Hélène? C'est Hélène qui est avec moi? Cette première séance de Spirit Box et les images qui en découlent me font réaliser qu'il est fort probable que je sois entouré d'une, voire plusieurs entités. Mais revenons quelques secondes en arrière. Je suis sur le point de démarrer celle-ci lorsqu'un bip bip m'interpelle. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Sur le moment, je pense à mon détecteur de mouvement. Mais en analysant de plus près mon rush, celui-ci me fait drôlement penser au bruit généré par mon pistolet température. Et il s'avère qu'en les confrontant tous les deux, ils sont exactement identiques. Étrange, puisque j'ai déjà mené par le passé plusieurs enquêtes avec ce même pistolet, et jamais il s'est mis à dysfonctionner de la sorte. Encore plus troublant, car à la question « Est-ce vous qui faites ce bip bip ?» on me répond assez distinctement dans le micro de mes caméras « C'est moi ». Et ces quelques mots assez audibles sortis de la Ghostbox. Hello, va-t'en, peut-être, Hélène, puis cette nouvelle incorporation qui me fait dire pas grave d'un air moqueur. Je suis encore en train de vivre l'incroyable. Dans mon esprit, plus de doute. Je suis bien en relation avec des forces invisibles. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs intentions? Continuons notre séance, peut-être que nous le découvrirons. Moi, c'est Steve. Vous pouvez me laisser un message si vous le voulez. J'aimerais discuter avec vous. Vous avez juré allégeance au vicomté de Turenne et vous avez juré de défendre de votre vie cette tour. Est-ce que c'est vrai? J'ai senti quelque chose derrière moi. Oh putain, j'en ai des frissons, excusez-moi, je vais rallumer un peu les lumières. Et en même temps, les cloches qui sonnent. Écoutez, ce que je vous propose, c'est faire... prendre peut-être... Alors, est-ce que je l'ai là? On va prendre la température. C'est ce que j'aurais dû faire auparavant aussi. Alors on a combien là? On a 4 degrés 9, 5. Waouh. 5.
Ça paraît bizarre quand même. Quoique, non, 5 c'est ça. Dans le couloir, peut-être qu'il fait plus frais, non, 5-5. Ok. Alors. J'ai envie de prendre quelques photos. On va prendre quelques photos ici. Je vais éteindre. Et je vais prendre quelques photos. Je vais prendre des photos. Alors des photos, ça me permettra, si vous le pouvez, si vous le souhaitez toujours, de vous prendre, de pouvoir vous voir avec cet appareil. Donc quand je vous le dirai, si vous le voulez, vous pourrez vous manifester devant moi. D'accord? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. C'est quoi ces conneries là? Excusez-moi, j'ai mis du temps. Je prends une photo là-haut. Si vous voulez vous manifester, vous le pouvez. C'est parti. Entendu un bruit. On va reprendre une photo. Je vous remercie si vous faites l'effort de faire... Je prends une photo ici. Je vais reprendre une photo. Alors si vous souhaitez vous manifester, n'hésitez pas. C'est parti. Merci. Je vais recommencer. Comme j'y suis. Là. Je reprends une photo. 3, 2, 1. Waouh, les orbes. Il y a des sacrés orbes là. Et je vais reprendre une photo ici dans le... J'ai des frissons. Dans l'escalier. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez. Merci. Et peut-être aussi une carrément dans les escaliers. Voilà, je reprends une photo ici aussi. N'hésitez pas à vous manifester. Voilà, génial. Merci beaucoup. Alors, pardon. Par contre, en haut, il y avait des orbes. Il me semble, mais c'est sûr. On va descendre en bas. En même temps de descendre en haut, ça va être compliqué. Je vais prendre ça. Et on terminera par la séance de Ouija. Hop. C'est délicat à chaque fois de descendre les escaliers. Excusez-moi, je ne vous parle pas trop beaucoup. J'essaie de me concentrer dans ce que je fais. C'est pas évident. Je sais qu'il n'y a pas tellement de pièces à pouvoir exploiter. Il y a les étages supérieurs, mais malheureusement on ne peut pas. Ce qui restreint vachement l'enquête. Et c'est moins attractif peut-être pour vous. Mais pour moi, c'est un pur bonheur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la température ici. Donc là-haut, on a dit 5 degrés. On avait 5 degrés. Là, on a 5. Ouais, c'est pareil. 5, 6. D'accord. Ok. Donc, la température, c'est ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une petite séance de Spirit Box ici. D'accord. 5 minutes, on va essayer. Après, on va remonter là-haut. Et après, ce sera bon. Alors, on va essayer de se mettre
J'ai envie de me mettre dans les escaliers. Comme ça, ce que je vais faire, c'est que le K2, je vais le mettre là. Voilà. L'appareil photo, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Excusez-moi, je me mets en place. Alors, on va redémarrer. Je vais éteindre les lumières. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de lumière, non, effectivement. Je vais mettre comme ça. Je vais allumer. Bien sûr, si j'allume pas le petit bouton qui va avec. Voilà. Avez-vous un message à me délivrer, s'il vous plaît? J'ai cru comprendre qu'il y avait un Hugues où il y avait une Hélène qui était avec moi. Je vais pas vous déranger très longtemps. Je suis juste de passage. Cela ne vous dérange pas que je suis dans ces lieux? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire fonctionner l'hélicoptère par terre, tout à l'heure comme je vous ai montré. Est-ce que vous voulez que je vous remontre comment on fait? Je vais essayer de changer de... Bonjour. Moi c'est Steve. Étiez-vous un habitant de la tour auparavant? Y a-t-il un soldat ou une personne qui aimerait me parler? Non? Vous n'avez pas envie de discuter avec moi? Je viens de très loin pour vous. Bon.
j'ai compris à la fin, je suis tombé. Je suis tombé d'ici. Il y a une porte là, attends, je vais rallumer. J'ai compris entendre. Je suis tombé. Vous êtes tombé de cette porte? Vous êtes tombé de ces escaliers? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Hugues. Hugues, c'est vous? Hugues. Écoutez, je vais couper là. Je vais monter là-haut. En même temps, comme je dis, monter en bas, c'est compliqué. Et on va en finir après. Je vais remettre un petit peu la musique avant de terminer. Là, faut pas que je fasse tomber ça. Je vais remonter là-haut. Allez. Je remonte, c'est parti. Dès que j'arrive ici, c'est à chaque fois, je ressens quelque chose. Oula, je vais faire attention. Allez, je vais faire la séance de Ouija. Je vais rester près d'une heure assis à même le sol en tentant d'établir une communication avec la planche Ouija. Néanmoins, aucun résultat significatif n'en résultera. Et c'est pour cette raison que je ne diffuserai donc pas cette image inintéressante. Cette enquête s'arrête ici, et dans l'ensemble, je suis très satisfait des contacts que j'ai obtenus en si peu de temps et dans un espace très réduit. Des zones d'ombre subsistent et viennent s'ajouter aux très nombreuses interrogations de départ. Je pense à ces incorporations de quelques secondes où les entités s'accaparent de mon corps pour s'exprimer et me prouver qu'ils sont toujours vivants. Je songe aussi à cette entité insistant sur le fait qu'il est tombé de la porte d'entrée d'origine et qu'on l'aurait poussé de force. Est-ce Hugues Bonafo, seigneur de Tessieux, qui serait mort dans des circonstances dramatiques, ou serait-ce lui le responsable de cette chute mortelle lors d'une bagarre ou d'une trahison? Cela me fait rappeler la légende de ce fameux chevalier, agonisant au pied de la tour lors d'une nuit d'hiver. Y a-t-il un lien? Est-ce son esprit qui a bien voulu se manifester pour m'expliquer les causes de sa mort? C'est plausible. À moins que tout ceci, ce soir-là, dans ce donjon, ne soit que pur hasard. Des coïncidences de phénomènes rationnels, se succédant les uns des autres,
si on veut réellement rester sceptique. Vous en jugerez par vous-même, selon votre vécu, vos expériences, votre sensibilité et vos croyances. Je me souviens, moi, au tout début, quand j'ai commencé à enquêter, je prenais tout ça à la rigolade, les spectres revenant d'outre-tombe pour nous faire peur. Je n'y croyais pas une seule seconde. J'étais le premier à m'en moquer et à tourner tout ça en dérision. Mais au fil du temps, j'ai pris conscience qu'avec un peu de matériel et surtout beaucoup d'amour, on pouvait effleurer les frontières de l'irréel. Je me rends compte que je parle beaucoup. Mais sinon, toi, Latour, te souviens-tu de quelque chose ? Je me souviens de beaucoup d'autres choses encore. Mais hélas, en face de chaque belle chose, et quelle que soit l'époque, je me souviens aussi de tristes images, où la vie des enfants, des femmes et des hommes ne comptait pas. Y a-t-il plus grande folie que celle des hommes ? Il n'y avait pas que la guerre qui faisait des ravages. Il y avait aussi la famine, les maladies, petites ou grandes, les épidémies. Là, un fils. Là, une épouse. Ici, un mari mettait un genou à terre. Et le lendemain, c'était un corps sans vie qu'il fallait porter. Oh, je sais que depuis un certain nombre d'années, les maladies, les épidémies sont vaincues. Mais moi, Latour, je sais aussi que les guerres, même si elles ne se passent pas à mes pieds, continuent à engendrer la souffrance et la misère. Aujourd'hui, on meurt pour un peu d'argent, pour une idée, pour un Dieu. J'ai 780 printemps. Et avant de me rendormir, je voudrais croire à un monde meilleur. Moi, Latour, je voudrais croire en ce qui s'appelle les hommes. Je veux leur dire, assez de lutte, assez d'injustice, assez de guerre. Donnons-nous la main, aidons-nous à vivre. Lorsque vous reviendrez me réveiller, dans 2 ou 3 siècles, c'est moi, Latour, qui poserai les questions. C'est moi qui vous écouterai raconter le bonheur de vivre en paix sur une terre fertile où l'homme pourra à nouveau, là où il est, tendre la main vers l'autre. Moi, Latour, j'ai confiance.